Chapitre 9. Des traces de pas. Je restai à mon poste une demi-heure sans qu'il se passât rien. La lune descendait lentement vers l'ouest. Il y eut une brève mais violente averse qui laissa de larges flaques dans l'allée. Puis, les nuages s'éloignèrent et le clair de lune baigna de nouveau toute chose de sa lumière blafarde. 15 autres minutes s'écoulèrent. Je devais lutter pour ne pas m'assoupir. Mes paupières se fermaient toutes seules, ma tête ballottée. Soudain, le cri d'une chouette me fit sursauter. J'entendis alors au loin une galopade et un roulement de voiture. Le carrosse se dirigea droit vers le portail. À l'instant où les chevaux semblaient sur le point de s'y écraser, il tourna de lui-même. Je le vis clairement cette fois. L'attelage fonça vers la maison. Le cocher fit claquer son fouet comme si sa vie en dépendait. Il ne retint ses bêtes qu'à l'embranchement qui les amènerait derrière le manoir. C'était le moment de savoir si Madame Wormald était la passagère. J'avais la certitude que j'allais découvrir quelque chose d'essentiel. L'une des chambres donnant sur l'arrière m'offrirait un excellent poste d'observation. À part le prêtre et moi, il n'y avait personne d'autre à l'étage. Du moins, je l'espérais. Je sortis cependant avec 1000 précautions. Je tendis l'oreille. Seuls les puissants ronflements du père Stock s'élevaient dans la chambre voisine. Traversant le corridor, j'ouvris la première porte et me glissai dans la pièce, le plus silencieusement possible. Elle était vide, et un mince rayon de lune passait entre les rideaux. Je me dirigeai vers la croisée dissimulé dans l'ombre du rideau, je rejetai un regard à l'extérieur. J'arrivai juste à temps. La fenêtre donnait sur une cour au sol couvert de gravier où scintillaient des flaques d'eau. Le carrosse s'était arrêté le long d'un chemin pavé qui conduisait à une entrée à ma droite. Le cocher sauta, le cocher sauta de son, le cocher sauta de son siège. C'était bien Cobden. Il ouvrit la porte du véhicule, puis recula en s'inclinant. Madame Wourmel descendit avec précaution, comme si elle craignait de manquer une marche. Puis elle traversa la cour à pas lents avant de rejoindre l'allée pavée. L'ourlet de son énorme jupe en forme de cloche balayait le sol. Elle tenait la tête droite, l'air toujours aussi impérial. Cobden se précipita pour pousser la porte devant elle avec une profonde courbette. Une servante attendait. Elle accueillit la gouvernante d'une révérence. Cobden retourna au carrosse et l'emmena hors de ma vue, vers les écuries. J'allais quitter mon poste d'observation quand je remarquai un détail qui me glaça le sang. Malgré la récente averse, le passage pavé abrité était resté sec. Les pas de Madame Wourmald y avaient imprimé leur empreinte à côté de celle du cocher. Je les fixai, osant à peine en croire mes yeux. Les traces de souliers pointus allaient jusqu'à la porte, et, entre elles, il y avait d'autres, des pattes à 3 orteils, comme celles d'une bête qui marcherait sur 2 pieds. Et, dans un sursaut d'horreur, je compris. Où la gouvernante était allée, je l'ignorais. En tout cas, elle n'était pas revenue seule. Voilà à quoi lui servait une jupe aussi volumineuse. Tib était dissimulé dessous. Maintenant, il était au manoir. Pris de panique, me rappelant l'horrible visage qui m'était apparu dans un des miroirs de la cave, je courus vers ma chambre. Pourquoi l'avait-elle amené ici avec tant de hâte? Était-ce à cause de ma présence? Je devinai alors la raison de tout cela. Tib était un voyant. Qu'il puisse ou non prédire le futur, il voyait certainement à distance mieux que n'importe quelle sorcière. Et il savait où se trouvaient les clés des malles, autour de mon cou. Madame Wourmald ne pouvait s'attaquer à moi tant que j'étais hôte du juge Noël. Tib, si. Je devais ficher le camp d'ici et vite, mais pas question de partir sans réveiller le père Stock et de l'avertir du danger. J'allai directement à sa chambre et toquai doucement. Il ronflait toujours. J'entrai. Les rideaux étaient tirés, mais la chandelle brûlait encore. Le père Stock était allongé sur le dos. Il n'avait pas pris la peine de se déshabiller, ni de se glisser sous le drap. Je m'approchai du lit. Il dormait, bouche ouverte, ses lèvres vibrant à chaque ronflement. Je le pris par l'épaule et le secouai. Il ne réagit pas. Je le secouai un peu plus fort, puis me penchai et lui chuchotai à l'oreille. Père Stock. Je l'appelai une seconde fois en élevant la voix. Il ne répondit pas. Son visage me parut rouge. Je posai la main sur son front et le trouvai très chaud. Était-il malade? L'explication me frappa soudain, comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'avais rien mangé le soir. Le père Stock, lui, avait dévoré le contenu de son assiette. Les sorcières de Pendle étaient expertes dans l'art des poisons. Une pincée de champignons vénéneux avait pu peut-être répandu sur la viande. Mais Madame Wourmel n'avait pas pris le risque de tuer le père sous son toit. Elle l'avait juste plongé dans un profond sommeil pour laisser à Tib le temps de s'emparer de mes clés. Pourtant, n'aurait-elle pas pu le faire elle-même sans grande difficulté? Puis je compris.
La servante avait dû lui dire que je n'avais pas touché à mon dîner. Elle avait donc eu recours à son affreux aide. Lui, il saurait me prendre les clés que je dorme ou pas. La pièce tourna autour de moi. Le cœur battant à tout rompre, je bondis vers la porte et m'élançai vers l'escalier. Je n'avais plus qu'une idée en tête, quitter le manoir et retourner à Dunhome pour prévenir l'épouvanteur. Quel pouvait bien être le rôle de Madame Moormaid dans les conventus de Pendle? Quelle part prenait-elle à leur sinistre activité? Je me retrouvai dans le sombre vestibule de l'entrée principale. Par où sortir? La grande porte ouvrait sur la cour devant la maison. Traverser cet espace découvert était trop risqué. Le salon, le bureau, ils avaient des fenêtres donnant sur le côté. Mes types pouvaient être n'importe où, et je n'avais pas davantage envie de croiser la gouvernante. Restait la cuisine. Personne ne serait au fourneau à cette heure de la nuit. De là, je pourrais sortir par l'allée latérale, me dissimuler dans les buissons et filer. Je suivis les 3 couloirs menant à la cuisine, poussai la porte et entrai. Je compris aussitôt mon erreur. Éclairée par un rayon de lune, Madame Moormaid était debout près de la table, à croire qu'elle m'attendait, prévoyant par où j'allais m'échapper. Tible en avait-il informé? Détournant les yeux, je balayai la pièce du regard. Elle était sombre, remplie de coins obscurs. Je ne vis pas trace de Tib, mais sa petite taille lui permettait de se cacher n'importe où. Sous la table, dans un placard, sous les jupes de la gouvernante. D'un ton aussi tranchant qu'à le rasoir, elle me lança. « Si tu avais mangé, tu n'aurais pas faim maintenant. » Je la dévisageai sans répondre. J'étais tendu, prêt à bondir, mais je sentais que Tib n'était pas loin. « C'est pour cela que tu viens fouiner dans ma cuisine à cette heure de la nuit, n'est-ce pas ?» reprit-elle. « Où comptais-tu t'en aller sans même un mot de remerciement pour l'hospitalité reçue ?» Je perçus alors dans sa voix quelque chose que je n'avais pas encore remarqué, une légère, tra- une légère une légère trace d'accent étranger. Cette découverte me causa un choc. Maman avait le même. Si j'avais mangé, rétorquai-je, je serais dans le même état que le père Stock. Je me passe de ce genre d'hospitalité. Eh bien, petit, tu ne mâches pas tes mots. Je vais donc être aussi direct que toi. Nous avons les malles et nous avons besoin des clés. Pourquoi ne pas me les remettre tout de suite? Tu t'éviteras bon nombre de douleurs et de tracas. Les clés m'appartiennent ainsi que les malles. Bien sûr, c'est pourquoi nous sommes prêts à te les acheter. Elles ne sont pas à vendre. Oh que si, elles le sont, surtout quand tu connaîtras les prix que nous en offrons. En échange des malles et des clés, nous t'accordons la vie de ta famille. Sinon... J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun mot n'en sortit. J'étais estomaqué. Voilà ce qui te donne à réfléchir, fit-elle, une expression de triomphe sur le visage. Comment pouvais-je résister plus longtemps? Si mon refus signait la condamnation à mort de Jack, d'Ellie et de Marie. Pourtant, malgré la peine qui me déchirait le cœur, j'avais une bonne raison de rejeter cette proposition. Ces mâles devaient avoir une grande importance pour les sorcières, sans doute ce qu'elles contenaient. Un savoir d'un genre particulier peut-être augmenterait la puissance de l'obscur. Comme me l'avait répété M. Grégory, il y avait en jeu ici bien plus que la vie des miens. Il me fallait gagner du temps. Du temps pour parler à mon maître, d'autant que quelque chose m'étonnait. Les sorcières sont vigoureuses. Pourquoi Moormaid ne me prenait-elle donc pas les clés de force? J'exige un délai, dis-je. Je ne peux pas me décider comme ça. Je t'accorde 1 heure, pas 1 minute de plus. Retourne dans ta chambre et réfléchis, puis reviens ici avec la réponse. Ce n'est pas assez, protestai-je. Il me faut une journée, un jour et une nuit. Madame Moormaid fronça les sourcils et une lueur de colère flamboia dans ses yeux. Elle avança vers moi, faisant bruire sa robe de soie, tandis que ses souliers pointus claquaient sur le carrelage. Le temps est un luxe que tu ne peux te permettre, siffla-t-elle. N'as-tu donc pas une once d'imagination, petit? Je déglutis, la bouche sèche. Laisse-moi te décrire le tableau. Imagine un cachot noir, lugubre, grouillant de vermine et infesté de rats. Imagine un puits empli d'ossements. Reste le captif mort sous la torture dont la pestilence est une injure au ciel. La lumière du dehors n'y pénètre jamais. Une seule chandelle est autorisée chaque jour. Quelques heures de clarté tremblotantes pour illuminer l'horreur. Ton frère Jack est lié à un pilier. Il divague et délire, le regard fou. Le visage émacié, l'esprit en enfer.
C'est nous qui l'avons mis là, mais c'est toi qui es à blâmer. Oui, c'est ta faute s'il souffre ainsi. Comment cela peut-il être ma faute m'insurgeai-je. Parce que tu es le fils de ta mère, son héritier, et que tu dois continuer sa tâche. Ces mots me piquèrent au vif. Qu'est-ce que vous savez de ma mère? Nous sommes de vieilles ennemies, cracha-t-elle. Nous venons du même pays, elle du région barbare du Nord, moi du climat raffiné du Sud. Nous nous connaissons bien. Nous avons lutté l'une contre l'autre à maintes reprises autrefois. Mais je tiens ma revanche, je vais la vaincre malgré tout son pouvoir. Même repartie chez elle, elle exerce encore sa force contre nous. Nous ne pouvions pas pénétrer dans la chambre où les mâles étaient enfermés. Elle nous était interdite. Nous avons battu ton frère au sang, le boucre était têtu, il a résisté. Nous avons alors menacé de frapper sa femme et son enfant. Il a enfin cédé, il est entré. Il nous a f- il avait fait forger en secret une copie de ta clé, à l'époque où l'on avait la garde. La pièce n'a pas été tendre avec lui, peut-être parce il t'a trahi. Il était jaloux de ton héritage, figure-toi. Dès que les mâles ont été en notre possession, il s'est mis à rouler des yeux de dément et à déraisonner. Depuis son corps gît enchaîné, mais son esprit doit errer dans quelques lieux effroyables. Vois-tu la scène à présent? Les choses sont-elles claires? Avant que j'aie pu réagir, Madame Ourmail poursuivit. Son épouse fait ce qu'elle peut, lui baignant le front, tentant d'apaiser son délire avec de douces paroles. C'est bien dur pour elle, car elle a de lourdes parts de chagrin. Il lui est déjà assez pénible de voir sa petite fille dépérir sous ses yeux, et l'entendre hurler de terreur quand la chandelle s'éteint. Le pire, c'est qu'elle a perdu son bébé, le fils et l'héritier que ton frère veut désirer tant. Je doute que la pauvre femme puisse en supporter davantage. Et s'il est encore nécessaire de t'émouvoir, j'ajouterai ceci. Il y a une sorcière appelée Grimalkin, une meurtrière, une créature cruelle que les Malkines envoient parfois contre leurs ennemis. Elle est habile au maniement des armes, en particulier les longues épées. Elle aime tuer, mutiler, et elle a un autre talent qui satisfait son esprit sadique. Elle prend plaisir à torturer. Elle raffole du clic-clac, du clic-clic de ses ciseaux. Dois-je placer ta famille entre ses mains? Il suffit d'un mot, alors réfléchis bien, petit. Laisseras-tu les tiens endurer de tels tourments, ne serait-ce qu'une heure de plus, sans parler de la journée et de la nuit que tu as exigée? Mon cerveau bouillonnait. Je me rappelais le dessin de ciseaux gravé dans le tronc du chêne, tel un sinistre avertissement. Ce que Hurmeld décrivait était épouvantable, et il me fallut faire appel à toute mon énergie pour ne pas arracher les clés de mon cou et lui remettre, et que tout soit fini. Au lieu de cela, j'inspirais profondément et m'efforçais d'effacer de mon esprit les images qu'elle venait d'évoquer. J'avais beaucoup changé depuis les premiers temps de mon apprentissage. Après Eston, j'avais affronté une créature maléfique, le fléau, et rejeté sa demande de liberté. À Anglezark, j'avais tenu tête à Golgoth, un des anciens dieux, et, bien que persuadé d'y sacrifier ma vie et le salut de mon âme, j'avais refusé de le faire sortir du pentacle où il était enfermé. Cette fois, cependant, c'était différent. Ma propre famille était menacée, et la description de ce qu'elle endurait me serrait la gorge et me mettait les larmes aux yeux. Malgré cela, je résistais. Mon maître m'avait enseigné que j'étais au service du comté, et je me devais d'abord à ses habitants. À tous ses habitants, pas seulement à ceux qui m'étaient chers. Une journée et une nuit, insistai-je d'une voix aussi ferme que possible. Accordez-moi ce délai ou la réponse est non. Madame Ourmail siffla comme un chat en colère. Tu cherches à gagner du temps, hein? Ne te mens pas à toi-même, les murs de la tour Malkin sont solides. Tu te fais des illusions si tu comptes sur une poignée de soldats. Le sang tournera en eau et leurs genoux flagelleront de terreur. Pendle les avalera vivants et on oubliera jusqu'à leur existence. Elle me toisait, tête haute, arrogante, irradiant la mauvaiseté par tous les pores et sûre de son pouvoir. Je n'avais aucune arme sous la main, mais j'en trouverais à Dunholm, à quelques milles au nord. Que ressentirait Madame Wormal avec une chaîne d'argent bien serrée autour du corps qui lui écrasant les lèvres sur les dents? Si je m'échappais d'ici, c'est ce qu'elle subirait bientôt. Pour l'instant, hélas, j'étais à sa merci. Les sorcières sont robustes, et celle-ci me paraissait capable de se saisir de moi et de m'arracher les clés. Une fois de plus, je m'étonnais qu'elle ne le fasse pas. Préférait-elle laisser le sale boulot à Tib? Craignait-elle de nuire à sa position sociale et à sa réputation, comme l'avait suggéré le père Stokes? Possible, mais il y avait une autre explication. Mais s'il y avait une autre explication, si elle ne pouvait pas m'enlever les clés de force, peut-être devais-je lui donner de mon plein gré ou en échange de quelque chose d'autre. Peut-être maman le lui interdisait-elle, créant une barrière de pouvoir à distance. C'était un espoir bien mince,
Je m'y accrochai cependant avec la dernière énergie. Une journée et une nuit, répétai-je. Eh bien, soit, aboya-t-elle. Pendant que tu tergiverses, pense aux souffrances des tiens, mais tu ne quitteras pas cette maison, retourne dans ta chambre, tu y resteras jusqu'au moment où tu devras me remettre les clés. Si je ne vais pas à la tour Malkin, le juge Noël se demandera ce qui m'est arrivé. Elle eut un sourire venimeux. Ah, je lui ferai porter un mot, disant que le père Stokes et toi êtes fiévreux. Maître Noël sera trop occupé demain pour s'inquiéter de votre absence. Vous serez le cadet de ses soucis. Non, tu demeureras ici. Tenter de t'en aller sans permission serait fort imprudent. Cette maison est gardée par une créature que tu ne souhaites certainement pas rencontrer. Tu n'en sortirais pas vivant. Un son monta alors du fond de la maison, le carillon d'une horloge qui résonna longuement. 12 coups. Il était minuit. Avant 7 heures, la nuit prochaine, tu devras t'être décidé, m'avertit Madame Mourmelde. Si tu ne me donnes pas de réponse, ou si tu prends la mauvaise partie, ta famille mourra. À toi de choisir.